Afrique, la croissance économique crée-t-elle la richesse? Notre invité est King Dodro. Il est consultant et expert en structuration économique et financière. King, bonjour, vous allez bien? Bonjour, cher ami Michel. Dieu veille toujours ce King. Merci beaucoup. Et chez vous? Ça va bien. L'Afrique, face au défi de la croissance économique et surtout de la richesse, la question, elle est posée, est-ce que la croissance économique, surtout en Afrique, crée-t-elle la richesse? Pour parler d'abord de la croissance, c'est faire le rapport entre le volume d'activité d'une période précédente par rapport à une nouvelle période qui vient de s'achever, constater l'augmentation du volume d'activité. C'est là on parle de la croissance. Et le cas contraire, si le volume n'a pas dépassé, le volume actuel n'a pas dépassé le volume de l'exercice passé, on parle de la stagnation ou bien de la décroissance. Donc, la question de savoir si c'est cette croissance qui crée de la richesse, je ne saurais le répondre directement ici. Mais pour ma part, quand on observe les pays à économie forte et comment la structure de ces économies ont été élaborées et le vécu dans ces pays, le quotidien dans ces pays, ça nous ramène à faire cette analyse qui dit tout simplement que la croissance ou la richesse plutôt, la création de la richesse dans un pays est soutenue plutôt par la jouissance massive des citoyens d'un territoire de droit à la création de richesse. C'est ce qui justifie la création de richesse dans un pays. Et c'est c'est cette jouissance massive du droit à la création de richesse qui augmente donc le volume d'activité dans l'espace économique qui pourrait être justifié plus tard à la fin d'exercice comme étant une croissance. Le manque de jouissance de ce droit à la création de richesse par la majorité des citoyens sur un territoire, bien évidemment, agit systématiquement sur la croissance économique de nos pays. Donc du coup, quand il y a moins de création de richesse, il n'y a pas de croissance réelle. Donc voilà ce que je voudrais dire déjà à l'entame pour éclairer. Parce que pour justifier cela, vous rentrez en Europe, vous allez sentir que le système et l'environnement est fait de sorte que tout le monde a accès facilement au monde de l'emploi. Et quand vous regardez les différents gouvernements, les dirigeants ou bien les États occidentaux, des pays occidentaux, leur première préoccupation, c'est le taux d'occupation des citoyens vivant sur le territoire, l'employabilité, le chômage. Ça les préoccupe parce que il n'y a de richesse que d'hommes. Tant que les êtres humains seront occupés aux activités économiques à une grande partie, ça soutient la croissance économique de ces pays. Moins les citoyens sont occupés, moins les citoyens ont d'emploi, ça agit sur la croissance économique de ces pays. C'est pourquoi ils se préoccupent beaucoup de taux de chômage chez eux. Ils ont des baromètres pour analyser ça à la loupe, mois par mois, trimestre par trimestre, pour trouver des solutions systématiques pour pouvoir répondre aux problématiques liées à l'employabilité. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Parce que c'est la jouissance massive du droit à la création de richesse à travers l'emploi ou à travers la créativité de la créativité ou l'innovation de services et autres qui va créer de l'emploi qui donc crée de la richesse et qui augmente plutôt le volume d'activité dans un espace qu'on appelle la croissance économique. Donc, c'est anodin pour bon nombre de personnes de voir pourquoi est-ce que on parle souvent de croissance en Afrique, mais quand on regarde le taux d'occupation des citoyens africains, c'est plus faible par rapport aux pays à fort potentiel économique. Et ce qui est encore paradoxal, c'est tout sur le continent africain qu'on annonce encore plus des chiffres de croissance très élevés. Mais quand on regarde les pays européens, les taux de croissance sont souvent très minimes. Mais c'est
malgré que les taux de croissance sont minimes là-bas, ils ont maintenu quand même un taux d'occupation très important de leur population, ce qui justifie qu'il y a une croissance soutenue, il y a une création de richesses massivement, qui fait que ces pays sont fortement équipés et aussi économiquement forts par rapport à chez nous. Donc, ce n'est pas les chiffres qu'on annonce comme étant des croissances économiques dans le pays qui justifient la création de richesses, mais plutôt c'est la base. Il y a un élément à la base qui est fondamental, c'est le droit à la création de richesses qui permet aux citoyens dans un pays d'avoir assez facilement un moyen de production, aux entrepreneurs d'avoir facilement accès au financement pour pouvoir acheter de quoi s'équiper et démarrer leur unité de production. Unité de production, plus c'est nombreux, plus c'est la création d'emplois, ce qui permet de consommer les diplômés qui sortent des différentes écoles, universités dans nos différents pays. Mais quand ce droit à la création de richesses n'est pas chose facile, ou bien la jouissance du droit à la création de richesses n'est pas chose populaire sur le continent aux citoyens africains, et qu'on retrouve seulement les États africains eux-mêmes qui jouissent pleinement de ce droit parce que c'est eux qui ont facilement accès au financement pour pouvoir financer leur budget de fonctionnement. Mais quant aux citoyens, les citoyens n'en jouissent pas parce que ils n'ont pas, l'environnement n'est pas propice à ce que ils accèdent au financement, ils accèdent aux conditions ou qu'on appelle aux éléments qui leur permettront de jouir pleinement au droit à la création de richesse. Vous regardez parallèlement, quand on parle des droits, par exemple, le droit à l'éducation, les efforts que nos États africains fournissent pour garantir la jouissance de ce droit aux citoyens. Ils financent l'école, ils financent la formation du personnel enseignant, ils financent la construction des infrastructures. Vous voyez tant d'efforts qui fournissent pour pouvoir garantir la jouissance du droit à l'éducation. Imaginez un instant qu'on parlait du droit à la création de richesses et que on déploie les mêmes énergies comme les Européens déploient ces énergies pour garantir la jouissance de ce droit à leurs citoyens. C'est ça la différence en fait. Et ce droit, il est fondamental. Il est vraiment fondamental. Il est plus fondamental même que le droit à l'éducation parce que qu'est-ce que cela, à quoi ça servirait dans le bon sens de garantir le droit à l'éducation à quelqu'un et qu'à la fin de la journée, la personne finit ses études, se retrouve au chômage. Et l'étudiant qui vient de finir ses études parce qu'il jouit de ce droit à l'éducation par tous les moyens que nos États ont déploient pour pouvoir garantir la jouissance de ce droit. Le parent qui est paysan, il va au champ, il paye les écoles supérieures à 600 000 ou à 700 000. Et à la fin, quand il obtient ce diplôme, il retrouve chômeur entre l'étudiant qui vient d'être diplômé et qui est au chômage depuis 5 ans, qui dépend de son père qui est cultivateur, entre lui et son père qui contribue à l'économie de nos pays. C'est le paysan. C'est-à-dire que le diplômé ne contribue pas parce que le manque de ce droit à la jouissance, de ce droit à la création de richesses affaiblit considérablement nos États. L'inexistence de cette question, cette question, on dit souvent que les origines de la croissance se trouvent du côté de l'économie politique classique. Tout ce que vous avez énuméré, cela se trouve dans l'économie politique classique? Alors, l'économie d'abord se construit autour des hommes. Et il y a un principe économique que j'énonce chaque fois, qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est par là que tout commence. Est-ce que nos politiques économiques tiennent compte des hommes? Non. Ils disent plutôt que nous n'avons de richesse que ce que nous avons dans nos sous-sols. On nous vend cette illusion que oui, le Togo, l'Afrique rigole des ressources minéraires. Il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout ce que vous pouvez, manganèse, il y a tout ce que vous pouvez imaginer que l'Afrique est riche. Mais à la fin de la journée, l'Afrique, est-ce qu'on vit cette richesse de l'Afrique? Il y a la misère. Parce que nous n'appliquons pas la règle fondamentale en économie qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Les Européens l'appliquent. Voilà pourquoi leurs citoyens sont au cœur de leur programmation économique. Donc, du moment où les citoyens africains ne sont pas pris dans les programmations économiques de nos États, et que c'est nos États même qui se substituent en acteurs économiques, il y a un problème véritable. Donc, du coup, qu'est-ce que les citoyens font? Les citoyens deviennent des sous-traitants des entreprises étatiques.
Donc, il y a manque d'initiatives parce que même si vous faites des initiatives privées, au bout du compte, vous n'aurez pas de financement parce que le plus grand concurrent a déjà envahi le terrain. Donc, vous n'avez pas grand-chose à fournir si ce n'est aller dans ces sillages pour pouvoir grignoter les parts de marché qui est détenu majoritairement par nos États sur le plan économique. Voilà pourquoi vous allez voir, pourquoi est-ce que la croissance qu'on annonce, on ne le vit pas dans nos assiettes, dans nos quotidiens. Juste parce que le fait que dans nos pays africains, c'est l'État qui est le plus gros employeur, il n'y a pas de promotion de salaire. Du coup, normalement, quand il y a croissance économique, ça doit se sentir également dans les rémunérations des salariés dans un pays. Mais on ne le sent pas. Parce que si nos États appliquent aujourd'hui une politique salariale qui permet de garantir le bien-être de tout le monde et garantir des revenus conséquents, ça va s'appliquer à lui. Déjà, nos États peinent à satisfaire leurs besoins budgétaires. Donc, il ne peut pas te donner le malin plaisir d'augmenter les salaires des gens. Donc, du coup, du moment où notre modèle économique n'est pas orienté modèle donnant assez de possibilités aux citoyens de jouir pleinement de ce droit à la création de richesse pour être des acteurs véritables qui doivent travailler, créer de la richesse propre pour que l'État puisse rester uniquement dans son rôle régalien de régulateur et qui doit jouir à la fin de ce droit de contrepartie qui est les droits fiscaux et douaniers. Il y a un problème dans nos États. Voilà pourquoi quand on annonce la croissance économique dans nos pays, ce n'est pas source de création de richesse, mais c'est plutôt autre chose que nous vivons parce que le quotidien du paysan qui se trouve à Fekessoudou n'a pas changé, malgré qu'on a construit des routes partout en Côte d'Ivoire, sa réalité n'a pas changé. Parce que ce n'est pas lui qui est pris au cœur du développement de l'économie locale du pays. Plutôt, on a souscrit à des financements pour injecter dans l'économie, pour construire des infrastructures. Ça augmente le volume, la masse monétaire dans l'espace. On constate donc qu'il y a eu augmentation, donc on déclare qu'il y a eu croissance. Mais cette croissance n'est pas soutenue par l'activité propre des citoyens. Des citoyens qui sont des agriculteurs, qui doivent augmenter leur production. Celui qui est producteur de bananes doit pouvoir augmenter son volume de l'année précédente à l'année suivante. S'il était à 1 tonne l'année précédente, s'il a accès aujourd'hui facilement au financement, il doit aller à 2 tonnes, à 3 tonnes. On constate là une croissance soutenue par la création de richesses locales, nationales, par des acteurs dans l'économie. Et nous allons voir plus tard que ça augmente également l'assiette fiscale de nos États. Mais quand c'est l'État qui fait recours à des financements extérieurs pour venir construire des infrastructures et en ces périodes, on crée de l'emploi temporaire et qu'on déclare plus tard qu'il y a une croissance, est-ce que l'État se paye des impôts? Non, parce qu'il ne va pas se payer des impôts. Qu'est-ce qui se passe? La croissance qu'on annonce n'a aucun effet positif ou impact dans la vie du quotidien des citoyens africains. Alors, King, les spécialistes disent également qu'il y a une solution, c'est rendre compte des niveaux d'activité en volume chaque moment pour aller vers la croissance et donc vers la richesse. Ça, c'est une approche que je ne partage pas. Nous avons des problèmes d'ordre structurel dans nos économies en Afrique. C'est ce qu'il faut regarder d'abord. Et comment est-ce qu'on revient à mettre en place les conditions de jouissance de droit à la création de richesse à chaque citoyen africain. C'est ça qui est la base. Et c'est ce qu'il faut faire d'abord. Ce sont ces conditions de jouissance qui permettent d'orienter l'enseignement, de revoir le système éducatif, de revoir le système de suivi et contrôle de la dévolution de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour garantir la jouissance de ce droit, il y a des éléments tels que je viens de les énumérer qui sont très importants qu'il faut regarder. Parce que quand on parle de l'économie, c'est un sujet structurel. Et ce n'est pas regarder et analyser le volume d'activité et les suivre comme vous venez de le signaler. Mais quelle activité? L'activité est déjà à un niveau très faible parce que les acteurs du système n'ont pas assez facilement aux moyens de production. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nos parents continuent d'aller au champ avec la houe en 2022, mais vous pensez que quel volume qu'on va analyser et le classer par rapport au volume de l'année passée? Quand nous entendons encore sur le continent la pluie pour cultiver, vous pensez que quoi? Qu'on va analyser quel volume pour constater qu'il y a eu croissance ou pas? Non, nous avons un seul problème et c'est structurel.
Et ce problème structurel, c'est d'abord, ça tourne autour de comment faire jouir ce droit de créer de richesse à tout citoyen africain. Et par quel moyen? C'est ça qui permet de garantir l'emploi de nos diplômés à la fin de leur cursus scolaire. C'est ça qui permet également de surveiller l'évolution de la population, de mettre des outils en place pour pouvoir surveiller et contrôler l'évolution de la population. Parce que si vous ne connaissez pas le nombre de personnes que vous vivez sur votre territoire réellement, vous ne pouvez pas prendre en compte leurs besoins à l'effet de pouvoir les assister, les contrôler et tenir compte de leur réalité pour pouvoir changer les prochaines décisions. D'où nous implorons toujours qu'il faut nécessairement doter de nos États ce que nous appelons le fichier national fiable pour pouvoir avoir un bon élément. C'est une composante de l'économie parce que c'est ça qui permet de créer un environnement de confiance pour les institutions bancaires, pour permettre à tout le monde de facilement se retrouver dans l'espace. Et quand je sais que je peux facilement retrouver Michel parce que son adresse est fiable, est-ce que j'ai un souci, par exemple, de commercer avec Michel, de lui accorder des crédits, par exemple? Non, parce que je sais que je vais retrouver Michel ou qui se trouve sur le territoire national. Mais quand je ne peux pas retrouver Michel, c'est très difficile pour moi de lui faire confiance, même s'il vient me parler d'une bonne affaire. Donc, du coup, nous sommes tous victimes du fait que, au lieu que nos États africains se cantonnent à jouer leur rôle régalien, ils viennent eux-mêmes jouer le rôle des acteurs économiques, ce qui n'est pas leur rôle, et qui piétine donc le marché des citoyens et qui fait une concurrence déloyale. Vous voyez, vous savez, le fait qu'on paye le salaire par mois, par exemple, sur le continent, c'est l'une des raisons qui justifie que nos économies sont très faibles. On n'arrive même pas à quantifier le volume d'activité qu'un employé fait par mois. Vous avez des propositions? On aurait mieux... Par semaine? On aurait mieux quantifier le volume de travail de chaque personne par heure. Et on te paie par heure. Et ça permet à tout le monde de savoir comment réorienter sa vie et faire des boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins parce que vous avez un budget mensuel auquel vous devez faire face. Donc, si votre volume de travail est évalué par heure et qu'on vous paie par heure, vous savez que vous avez 8 heures ou 10 heures de travail à faire dans la journée pour pouvoir combler vos besoins en financement. Et donc, vous allez travailler en conséquence. Ouais. Mais quand on vous prend la journée, on vous prend tout un mois, vous payez un salaire fixe, vous voyez que vous êtes victime. Vous êtes prisonnier d'ailleurs. Peut-être une autre panacée, King Dodro, résoudre les crises du capitalisme. C'est aussi important peut-être. Vous savez, vous parlez du capitalisme souvent. Les gens parlent toujours du capitalisme comme étant une mauvaise chose. Mais regardez les pays à économie forte. Quel est leur modèle économique? De quoi parle le test? Le test dit simplement qu'il faut travailler et gagner son argent. Tu ne travailles pas, tu ne travailles pas, tu ne te nourris pas. Mais à la base, le régulateur doit garantir un environnement propice à ce que le monde puisse jouir de ce droit de création de richesse qui passe d'abord par le travail qu'on trouve. Ou alors avoir accès aux moyens, aux finances pour pouvoir financer son activité, son invention ou sa créativité. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Quoi qu'on dise, le capitalisme est le meilleur modèle jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que le socialisme a démontré? Le communisme, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais je pense que les pays qui furent communistes aujourd'hui ont changé carrément de paradigme. Ils opèrent plus en capitalisme parce que c'est plus évident. L'État est là pour jouer juste son rôle régalien et les citoyens jouent pleinement la carte d'acteurs économiques. Et il y a moins de cas sociaux dans ces pays. Il y a moins donc de dépendance. Et c'est dans les pays qui n'ont pas de modèle économique, on peut dire même hybride. Vous voyez combien les citoyens attendent tout des États. Oui, il faut que l'État nous aide. Il faut que les gens nous aident. Vous entendez un Ghanéen crier l'État nous aide, dans les pays à modèle capitaliste, crier, attendre de la part de l'État. Non, ils savent, les citoyens savent que c'est eux qui travaillent pour que l'État puisse gagner et veiller sur eux, assurer leur sécurité. Mais dans les pays socialistes, on attend tout de l'État. Ça marche ou bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là, vous avez plus de chômage. Vous avez plus de taux de chômage parce que l'État ne peut pas, aujourd'hui, à ce jour, satisfaire le besoin de tous les citoyens. Vous voyez seulement le chiffre des diplômés qui sortent chaque année de nos universités. Et vous allez voir le nombre d'emplois qui se créent par année. Le gap, il est très important. Donc, l'État ne peut pas. Et ça veut dire que nous devons réfléchir
carrément sur notre modèle économique et changer de paradigme. Alors, King, avant la crise de Covid-19, il y a des pays qui étaient présentés comme des modèles en termes de croissance. La Côte d'Ivoire est dedans. Vous voulez dire que, comparativement en termes de richesse, c'est deux mondes aux antipodes. Allez à Korogo, vous demandez aux paysans de Korogo les chiffres de croissance économique de la Côte d'Ivoire depuis 2011, quand la Banque mondiale annonce dans ses rapports. Quel est l'effet cela a eu sur les producteurs de Korogo, ou de Gagnoa ou de Biafra? C'est juste ça. Il faut qu'on s'approche de ces personnes pour comprendre qu'est-ce que ces croissances a apporté dans leur vie. Et on aura la réponse. Moi qui vis dans ces pays, je sais pertinemment que vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup de routes ont été construites. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que est-ce que les banques ont augmenté leur financement aux agriculteurs? Comme les gens le disent, on ne mange pas la route. Est-ce que les banques ont augmenté? Qu'on me fasse le rapport de financement des banques aux agriculteurs. Qu'on nous sorte le rapport de financement des banques aux transporteurs. Qu'on nous fasse le rapport de financement des banques aux entrepreneurs. Qu'on nous fasse le rapport des banques de financement des micro-entrepreneurs, des menuisiers, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez dire que c'est à base de ces rapports qu'on peut définir véritablement la richesse d'un pays? Bien sûr, c'est à base de ces rapports de financement des banques locales, de l'activité locale, qu'on peut savoir s'il y a eu croissance véritablement ou pas. Sinon, ces croissances qui sont annoncées est due au fait qu'à un moment donné, les États ont eu facilement accès au financement pour financer les infrastructures à une hauteur très importante. Donc, on constate que il y a eu beaucoup de création d'emplois temporaires. Je dis bien c'est temporaire parce que c'est des emplois qui ne durent pas plus de 3 ans. Parce que pour construire une route en bonne et due forme, c'était la création de cette construction de cette route en Côte d'Ivoire. C'est 3 ans le chantier. Donc, quand les chantiers finissent, vous revenez au chômage. Donc, vous avez créé quelle croissance? La croissance doit être soutenue par une activité, soutenue réellement par les acteurs qui sont dans les différents secteurs. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur, industriel, il y a le secteur de distribution. Quels sont les chiffres dans ces secteurs, dans ces pays? Oui, bien sûr. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat en termes de consommation va s'augmenter. Ça, je l'avoue. Mais à la fin, les gens retombent encore dans leur vécu parce que le chantier finit, ils sont au chômage, ils n'auront plus de pouvoir d'achat. C'est un cercle vicieux. Tu as travaillé pendant 3 ans, tu tombes encore chômage pendant 3 ans, donc c'est comme si tu n'as jamais travaillé. Et c'est en masse que ça se fait. Donc, alors que si on optait pour un autre modèle économique qui passe par la production de ce que nous consommons, on soutient la croissance de façon continuelle. Et les emplois ne seront pas des emplois temporaires, mais c'est des emplois à long terme. C'est de ça qu'il s'agit. Et la croissance ainsi sera soutenue. Et on verra qu'il y a une dynamique locale qui va permettre même à nos États de renforcer leur assiette fiscale. Mais à défaut de cela, ces différents modèles à partir duquel on obtient des financements auprès des institutions de béton où pendant une période, on lance les grands travaux. À partir de ces grands travaux, on sent des mouvements dans le pays. Après, maintenant, quand ça s'arrête, les gens disparaissent, on ne voit pas comment ça s'est passé, puis les gens retrouvent au chômage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin en Afrique. On a besoin plutôt carrément d'aller vers une souveraineté économique. Dépendre de moins en moins de l'extérieur pour pouvoir produire ce que nous consommons localement, sur tous les plans. Alors, dans ces différents rapports, par exemple, quand on les énumère, selon vous, qu'est-ce qui freine les dirigeants africains à aller vers là pour pousser vers la richesse dont on parle? Je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas dirigeant, nous sommes seulement spectateurs, on constate et puis on crie comme au stade de football. Est-ce que vous arrivez à faire des propositions au gouvernement, justement, M. Dodgero? Je pense que la télévision, telle que nous parlons, c'est les propositions que nous faisons et nous sommes sûrs que... Vous n'êtes pas consulté? Nous sommes certains que quand ils écoutent nos émissions, nos interventions, ils changent de point de vue, ils changent des prochaines décisions. Partout, New World est suivi. On a des échos dans des pays qui suivent attentivement nos interventions sur les télés et qui, des fois, bien sûr, demandent nos points de vue sur certains aspects. Et puis, on donne notre point de vue en tant que consultant. Parce que c'est important, vous comprenez, qu'une nouvelle génération de penseurs arrive pour dire les choses autrement. Parce que hier, on nous servait des sujets académiques
Et nous, on les avait tous bu, mais quand nous sommes rentrés dans le monde actif, on s'est rendu compte que ce qu'on nous racontait c'est pas la réalité qui a permis au pays à économie forte de se développer. Donc il faut dire les choses telles que ça se passe dans les pays où nous vivons à l'étranger, pour que nos dirigeants en Afrique aussi revoient leur copie sur le plan économique et les problèmes vont se résoudre. Vous savez que c'est la faiblesse de nos économies qui est à la base de beaucoup de situations que nous vivons dans la sous-région aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a faim, il est tenté par beaucoup de choses. Quand on lui fait une promesse de 100 000 francs, il veut même vendre sa maison. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'on s'attaque à ce sujet de l'économie et on verra que beaucoup de mots vont disparaître dans la sous-région. Allez, King Dodjro, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. C'est le terminus. Vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Oh, merci, c'est toujours un plaisir de partager mon point de vue sur les sujets que vous posez. Hein. J'espère qu'à notre manière, on contribue donc au développement de notre continent, parce que tout développement vient toujours des pensées. Les Européens ont commencé d'abord une période des savants, à partir de cette période que le monde occidental s'est construit. Donc, je pense que l'Afrique aussi est aujourd'hui à un tournant de sa vie où il y a beaucoup de jeunes gens de notre génération qui émergent, qui parlent d'une même voix, qui ont le même regard, le même point de vue sur les sujets. Je pense qu'il y a bon espoir et je suis très optimiste pour l'avenir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. King Dodjro, merci. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.